Salut les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère qui bloquait vraiment la décision de l'autorité anglaise. On a vu donc avec cette décision, ce deal entre Ubisoft et Microsoft, que la CMA avait changé son fusil d'épaule et ils avaient déclaré que normalement ils allaient prendre une décision et en tout cas déclarer quelque chose à partir du 6 octobre. Voilà, nous sommes le 11, on n'a encore aucune nouvelle de ce sujet. Par contre, on sait très bien qu'il y a une date butoir. On sait que le 18 octobre prochain, c'est la date butoir qui a été fixée entre Microsoft et Xbox. Tout simplement, Microsoft s'engage à payer des pénalités si le rachat n'est pas effectué en date du 18 octobre. Et autant vous dire que quand on a déjà, ou on est en passe de débourser 70 milliards de dollars pour pouvoir arracher Activision Blizzard King, eh bien, si on peut éviter de payer des retards vraiment importants, parce qu'on parlait de plusieurs milliards de dollars de pénalités de retard, franchement, c'est pas rien, eh bien, ça serait quand même pas mal. On sait, on a appris d'une source assez fiable, en fait, qui a déclaré aux médias The Verge que, en fait, Microsoft est en train de prévoir de finaliser l'achat purement et définitivement ce vendredi prochain, le vendredi 13 octobre. Ce sera normalement officiel. Mais ça, c'est sous réserve un petit peu de la déclaration de la CMA. Alors, est-ce que Microsoft va prendre les devants et quoi qu'il en coûte, de toute façon, ils annonceront
le rachat d'Activision Blizzard King, parce que, je le répète, il y a cette date butoir du 18 octobre qui commence sérieusement à se rapprocher. La CMA prend son temps, malgré leurs déclarations toutes récentes vraiment positives. La date du 18 approche quand même, et Microsoft se retrouverait dans une position assez délicate si vraiment le 18 octobre ou le 17 au soir, rien n'est déclaré par la CMA. Du coup, il est possible qu'ils prennent les devants et qu'ils annoncent le rachat d'Activision Blizzard King ce vendredi 13 octobre. D'ailleurs, Microsoft, Xbox l'avait déclaré un petit peu en sous-marin que même s'ils n'avaient pas la décision officielle, l'approbation officielle de la CMA dans les temps, eh bien, quoi qu'il en coûte, ils annonceraient le rachat effectif d'Activision Blizzard King. Et maintenant, il y a un sujet qui, en gros, suit la suite logique de ce rachat d'Activision Blizzard King. Qu'en est-il des jeux d'Activision Blizzard au sujet du Game Pass? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, une question qui revient régulièrement, les amis. C'est vrai que le service d'abonnement de Microsoft est particulièrement intéressant, mais on imagine, avec le catalogue aussi fourni qu'Activision Blizzard inclut dans le Game Pass, à terme, ça rendrait le service d'abonnement de Microsoft Xbox, j'ai pas envie de dire incontournable, mais presque. Parce que oui, rien qu'en imaginer Call of Duty débarquer sur le Game Pass, ce serait vraiment une révolution et quelque chose de même assez dangereux, un petit peu pour la concurrence. Et à ce sujet, Activision a déjà déclaré quelque chose en fait. Ils ont déclaré quelque chose de tout à fait officiel et qui va dans le sens justement de les Game Pass. Déclaration que je vous cite. Il est formidable de voir l'impatience qui règne autour de Call of Duty Modern Warfare 3. Alors que nous continuons à travailler sur l'approbation réglementaire de l'accord avec Microsoft, nous avons reçu des questions pour savoir si nos jeux à venir, et ceux récemment lancés, seront disponibles via Game Pass. Bien que nous n'ayons pas prévu de mettre Modern Warfare 3 ou Diablo 4 dans le Game Pass cette année, une fois l'accord conclu, nous prévoyons de commencer à travailler avec Xbox pour offrir nos titres à davantage de joueurs dans le monde entier. Nous prévoyons de commencer à ajouter des jeux au Game Pass dans le courant de l'année prochaine. Au moins, ça a le mérite d'être très très clair. Cette déclaration dit clairement que oui, les jeux Activision arriveront très bientôt sur le Game Pass, bien sûr, sous réserve que le rachat soit finalisé. Normalement, ça devrait être annoncé, donc, comme je vous ai dit, dès cette semaine, donc il n'y a pas beaucoup de temps à attendre. Et si vraiment c'est finalisé, tout est terminé, et bien dès l'année prochaine, et quand on regarde le calendrier, l'année prochaine, les amis, c'est vraiment dans pas longtemps, les premiers jeux Activision Blizzard devrait arriver donc sur le Xbox Game Pass. Ça ne veut pas dire, attention, que Call of Duty Modern Warfare 3 sera le tout premier jeu d'Activision à arriver sur le Xbox Game Pass, parce qu'il y a beaucoup d'autres jeux dans le catalogue d'Activision Blizzard, beaucoup qui pourraient arriver sur le Game Pass. On pense par exemple à Skylander, prototype, Crash Bandicoot par exemple, mais on va pas se mentir, Call of Duty c'est vraiment le sel de Activision, c'est la locomotive d'Activision, et je vois pas vraiment Microsoft passer à côté d'un jeu pareil, surtout quand on a vu avec les leaks révélés par Xbox eux-mêmes, par Microsoft eux-mêmes, qu'ils prévoient sur une augmentation substantielle du nombre d'abonnés sur le Game Pass, avec un chiffre assez important de 110 millions d'abonnés au Game Pass à horizon 2030. Et pour arriver à un nombre d'abonnés pareil, franchement, il va falloir voir des jeux en quantité et de très bons jeux. Il y a un jeu qui peut vraiment apporter un nombre très important d'abonnés au Xbox Game Pass, vous l'avez à l'écran, c'est Call of Duty, et surtout ce Call of Duty Modern Warfare 3, qui semble en plus de ça vraiment excellent, avec les maps anciennes d'anciens Modern Warfare qui reviennent au goût du jour, des mécaniques de gameplay anciennes qui reviennent au goût du jour, des nouveautés. Ça s'annonce très intéressant, et franchement, je ne vois pas Microsoft se passer d'un jeu pareil. De là à imaginer que ce sera le premier jeu à arriver dès 2024 sur le Game Pass, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de jeux dans le catalogue Activision Blizzard. Mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal. Plus j'y pense et plus ça semble évident, j'ai vraiment du mal à voir Microsoft, à voir Xbox se séparer d'une locomotive pareille qui est Call of Duty, surtout le prochain qui est attendu comme jamais pour le Xbox Game Pass. Ça risque de faire très très mal à la concurrence. On se souvient de Jim Ryan, le boss de PlayStation, qui était vent debout contre ce rachat d'Activision Blizzard King. Il avait vraiment très très peur
de ce qui est en train d'arriver, malheureusement pour lui et PlayStation. Maintenant, il va partir de l'entreprise, donc à la limite, j'ai envie de dire que cette histoire, c'est déjà derrière lui, ça c'est sûr et certain. Mais pour les autres, ça risque d'être très très compliqué si effectivement tous ces jeux débarquent sur le Game Pass, et ils vont débarquer, c'est sûr et certain. Maintenant, je pense que Microsoft aurait une belle idée de ne pas proposer tous ces jeux dans l'immédiat au Game Pass, mais plutôt de les éparpiller un petit peu dans la durée pour avoir du contenu riche et très intéressant petit à petit arriver sur le Xbox Game Pass. Ce serait très intéressant. À voir lesquels qui vont arriver dès le premier dans le Game Pass. Bah, dites-moi dans les commentaires, les amis, ce que vous pensez. Quel est le jeu qui pourrait potentiellement arriver en premier sur le Xbox Game Pass en 2024. Et comme je vous ai dit, hein, il suffit de regarder dans le calendrier parce que 2024, ça arrive très bientôt. Du coup, les jeux Activision dans le Game Pass aussi, ça arrive très bientôt. Alors, on parle beaucoup en ce moment de Call of Duty Modern Warfare 3. D'ailleurs, on vient tout juste d'en parler sur la chaîne, mais il ne faut pas oublier un autre FPS compétitif qui arrive bientôt, en tout cas normalement, hein, bien qu'il a été déjà repoussé une fois. Et en fait, dans cette news, on va voir qu'il a été encore une fois repoussé. Cross Defiant de Ubisoft, malheureusement, a encore été repoussé. Alors, malheureusement, c'est encore une fois un jeu Ubisoft. Ça devient vraiment une habitude chez eux. J'ai même envie de dire une mauvaise habitude. Pas tant que ça, parce qu'en fait, quand il est repoussé pour une bonne raison, finalement, c'est pas plus mal que ça. En fait, les développeurs ont tout simplement déclaré que Cross Defiant donc allait être repoussé, et je cite la déclaration: merci à tous ceux qui ont participé à notre récente session de test public et qui continuent à nous soutenir dans la construction de Cross Defiant. La session de test public nous a une fois de plus montré que vous appréciez notre gameplay, nos cartes uniques, nos modes axés sur les objectifs et notre liste de factions emblématiques. Mais il a également mis en évidence certaines incohérences dans l'expérience de jeu que nous devons corriger avant de lancer notre pré-saison. Nous avons donc pris la décision difficile de retarder la pré-saison de Cross Defiant. L'équipe va continuer à travailler sur ces problèmes et les tester pour s'assurer que nous atteignons notre objectif d'être le meilleur jeu de tir arcade de sa catégorie. En tout cas, ça a le mérite d'être très très clair. Il n'y a pas de gros problèmes, je pense, hein, autour de Cross Defiant, parce que c'est vrai que dans toutes les phases de test, les retours que j'ai pu avoir, le jeu semble vraiment très très bon, avec des avis très positifs sur ce jeu qui semble même être très intéressant, même pour les fans de Call of Duty. Maintenant, les phases de test, elles sont là pour une chose, c'est justement pour révéler divers problèmes, des incohérences, des bugs. Effectivement, il y a certaines choses qui ont donc été remontées par les joueurs testeurs, et donc Ubisoft s'est décidé à reprendre un petit peu le travail sur Cross Defiant. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps du tout, on avait vu sur la chaîne que Ubisoft avait reçu un refus de la part de Xbox et PlayStation, parce que le jeu avait échoué au test de certification qui est mis en place par les constructeurs. Donc ils ont remis le jeu en chantier, et dans les tout derniers tests, donc apparemment ça va toujours pas assez bien, en tout cas pour les joueurs testeurs, et c'est une très bonne chose. Comme je vous l'ai dit, un retard pour ce genre d'excuses, je trouve ça plutôt bien. En tout cas, on voit la volonté d'Ubisoft de sortir un jeu vraiment, j'ai pas envie de dire léché, ça serait peut-être un peu exagéré, mais en tout cas agréable, jouable, avec un gameplay intéressant et avec le moins de bugs possible. Dans le passé très très proche, hein, Ubisoft n'aurait pas eu de scrupules de sortir ce jeu en l'état, sans vraiment trop écouter leurs joueurs testeurs. Maintenant, ils ont pris la décision de le repousser, tout simplement. Alors pour l'instant, on n'a pas la date, hein. Normalement, il aurait dû sortir ce mois-ci, enfin le mois dernier, au mois de septembre. On verra un petit peu l'évolution de la chose. Je vous tiens au courant dès que j'ai quelque chose de vraiment officiel et définitif, en tout cas pour une sortie définitive de Cross Defiant. Toutes mes forces aux équipes d'Ubisoft qui, en plus de ça, vous le savez, traversent franchement une période très très difficile. Mais pour certains jeux, on a vu avec The Crew Motorfest par exemple, ça se passe plutôt pas mal. Donc on va espérer que ça suit un petit peu le même chemin pour Cross Defiant, qui a l'air en plus de ça excellent. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus pour voir véritablement si c'est le cas ou pas. Bientôt, il sera terminé, en tout cas, je l'espère. Encore un président qui quitte ses fonctions. On avait vu récemment Jim Ryan, boss de PlayStation, qui a annoncé prendre sa retraite, qui n'en est pas forcément une, hein, c'est clair, on sait lire entre les lignes, mon cher Jimmy. Et bien là, c'est le emblématique patron d'Unity. On avait abordé le sujet sur la chaîne ensemble, que Unity Technologies
la société qui gère, qui produit, qui programme le célèbre moteur 3D Unity pour beaucoup de studios indépendants. Par exemple, Cult of the Lamb est développé sous Unity. Vous le savez, la société avait décidé très très récemment d'apposer des grosses... Alors, sur le papier, c'était pas énorme, mais sur le nombre de millions de jeux qui peuvent être téléchargés et réinstallés tous les jours, ben à la fin, la facture était vraiment salée parce que la société avait décidé d'apposer des frais de téléchargement et des frais d'installation sur tous les jeux qui utilisent le moteur Unity. Et c'était les développeurs, les studios, qui devaient payer cette taxe. Alors, on a vu ensemble le tollé que ça a fait, la colère immense que ça a provoqué, avec des paroles, des prises de parole très, très importantes. On avait vu aussi que ça avait été à un niveau très grave, carrément, avec des menaces de mort. Bref, c'était absolument n'importe quoi. Et sur la chaîne, j'avais abordé le cas de monsieur Riccitiello, John Riccitiello, qui est donc aujourd'hui encore un petit peu, pour pas longtemps, le boss de Unity et qui était à l'époque le boss de Electronic Arts. Et je vous avais dit que ce monsieur avait pour habitude vraiment de crisper les gens autour de lui, tous les partenaires. À l'époque, quand il était boss d'Electronic Arts, c'est tout simplement lui qui avait émis l'idée de faire des loots dans FIFA. On se souvient un petit peu du tollé que ça avait fait. Il avait émis aussi l'idée, heureusement ça n'a pas été mis en pratique, de faire payer aux joueurs chaque rechargement de chargeurs sur les armes de Battlefield. Rien que ça, le monsieur aime beaucoup l'argent, hein, visiblement. Et puis, pour Unity, en gros, hein, ça vient de lui cette histoire. Et aujourd'hui, il déclare que tout simplement, il quitte ses fonctions de président d'Unity Technology avec une déclaration. Et je cite, « Ce fut un privilège de diriger Unity pendant près de 10 ans et de servir nos employés, nos clients, nos développeurs et nos partenaires, qui ont tous contribué à la croissance de l'entreprise. Je me réjouis d'accompagner Unity dans cette transition et de suivre le succès futur de l'entreprise, car oui, son départ est à effet immédiat et il va continuer un petit peu dans l'entreprise, mais vraiment très très peu pour pouvoir en gros accompagner le président qui prend sa place pour un intérim et tout simplement pour lui en gros passation de fonction au sein de président d'Unity. Cette colère immense, cette décision complètement absurde d'Unity Technology a tout simplement précipité le départ à la retraite de ce monsieur. Alors quand je dis la retraite, je ne sais pas si vraiment il va prendre sa retraite, mais en tout cas sa démission, ça c'est clair et net. À mon avis, il a eu énormément de pression sur les épaules depuis le début de cette affaire. Je vous l'avais dit d'ailleurs sur la chaîne, je vous l'avais dit que pour pouvoir calmer tout ça, il fallait qu'Unity prenne la parole. On avait abordé le sujet d'ailleurs sur la chaîne assez récemment, les amis, qu'Unity avait déclaré qu'ils allaient refaire machine arrière, qu'ils allaient revoir un petit peu cette politique vraiment très 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 néfaste sur le paiement des installations de jeux qui utilisent le moteur Unity. Et je vous avais dit aussi que John Riccitiello en portait vraiment la responsabilité et que quelque chose devait arriver. Eh bien, c'est le cas. Il annonce donc qu'il quitte ses fonctions et qu'il quitte le poste de président d'Unity Technology. J'aime pas dire ça, mais je pense que c'est une bonne nouvelle. J'aime pas dire ça parce que ça reste un être humain, il a de la famille, voilà, c'est... Je souhaite le mal à personne en fait, tout simplement. Surtout avec ce qui vient d'arriver, quand on voit vraiment ça de près, c'est moche. Donc le mal, non, mais pour la compagnie d'Unity Technology, je pense que c'est une bonne décision. Pour tous les partenaires, tous les studios, surtout les indépendants qui travaillent avec Unity, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et c'était même obligatoire et nécessaire parce qu'on avait vu, beaucoup de studios avaient déclaré qu'ils allaient totalement arrêter de travailler avec Unity. Donc c'était vraiment très grave pour la société, pour le développeur, enfin la société qui développe le moteur 3D de programmation. Et le fait que John Riccitiello quitte l'entreprise, je pense que ça va être un déclencheur pour que les indépendants, pour que les studios recommencent à travailler avec Unity Technology. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite. Parce que comme j'ai dit, je ne souhaite jamais le mal à personne. Si les choses peuvent rentrer dans l'ordre et reprendre un petit peu la marche que c'était avant, c'est-à-dire que tout va, entre guillemets, pour le mieux, franchement, c'est bien mieux ainsi.
Les amis, attention les yeux, vraiment, parce que le studio X-Works, le studio qui est aux commandes de Lords of the Fallen, a tout simplement décidé de nous en mettre encore plein la vue, et le mot est faible, avec un trailer de lancement pour donc son titre phare, Lords of the Fallen, qui arrive bientôt, le 13 octobre prochain. J'ai hâte comme jamais, mon jeu est déjà en précommande, vraiment ce vendredi, je l'attends de pied ferme, et pour cause, hein. Ce trailer qui déboule, bah, c'est une claque. C'est une vraie grosse et méchante claque qui arrive avec une mise en scène complètement dingue. Ce trailer vraiment donne envie, ça c'est clair et net, avec un bestiaire complètement fou, avec une action qui semble complètement folle. Vraiment, ça pique les yeux. J'ai vraiment hâte d'avoir mon exemplaire qui arrive donc vendredi prochain, ce 13 octobre. On verra vraiment ce qu'il en est manette en main, parce que je le dis souvent d'ailleurs sur la chaîne les amis, un beau jeu n'est pas forcément un bon jeu, ce qui est fondamentalement parlant pas la même chose du tout. On a déjà vu plusieurs fois de très très beaux jeux graphiquement parlant être plus que moyen. Malheureusement, des fois, la jouabilité va pas, l'animation va pas, le son va pas, l'histoire, le scénario, bref. Il n'y a pas que les graphismes ou l'animation qui font le jeu, mais toujours est-il que les premiers retours que j'ai vus sur ce Lords of the Fallen annoncent quelque chose d'assez grandiose, en tout cas au niveau de la technique. Ça s'annonce plutôt pas mal, et on le voit d'ailleurs sur ce trailer, avec donc des extraits qui mettent vraiment en avant les environnements et les ennemis. On va en prendre plein les yeux, et c'est pas moi qui vais me plaindre, vraiment. Ça fait vraiment plaisir de voir de vrais bons jeux adaptés et qui tirent profit de nos machines dites nouvelle génération, parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, à part peut-être 2-3 jeux par-ci par-là, eh bien on a mangé notre pain noir, on va pas se mentir. Là, il y a la PS5 qui accueille Spider-Man 2 qui semble complètement fou, mais c'est vrai que à part ça, bon, les Forza Horizon, peut-être sur Xbox, ça reste tout de même assez maigre. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Maintenant, ce Lords of the Fallen, qui peut se jouer à seul ou à deux, annonce vraiment quelque chose d'excellent. Vendredi 13 arrive, le mien arrive aussi, j'ai vraiment hâte, et je vous ferai un retour, à mon avis, sur le jeu, peut-être même un premier test de jeu sur cette chaîne. Peut-être que ce sera Lords of the Fallen, surprise ou pas, on verra. Les amis, vous vous souvenez très certainement de ce jeu, Gollum, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et qui a vraiment défrayé la chronique. Que c'était un jeu complètement raté, hein, on va pas se mentir, avec des notes métacritiques les pires de l'histoire de Metacritic, ou presque. Le jeu a été vraiment très très mauvais et a subi en gros la colère des joueurs, et même les railleries. On apprend aujourd'hui pas mal de choses assez intéressantes sur le développement du jeu, et puis aussi sur la manière de communication de Daedalic, le studio qui s'occupait donc du développement de ce jeu, de Gollum. On apprend par exemple que le budget qui avait été alloué pour le développement de Gollum a été vraiment très petit, vraiment bien trop peu, surtout pour une licence telle que Lord of the Ring, Le Seigneur des Anneaux, qui est une saga absolument incroyable et qui mérite beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'avec un budget d'à peu près 15 millions de dollars, il ne fallait pas espérer grand-chose. Souvent, 15 millions de dollars, c'est certains bons jeux indépendants. Là, pour un titre pareil, c'était vraiment trop faiblard. Et le résultat, vous l'avez à l'écran, ça ne pouvait pas être mieux que ça, c'était absolument impossible. Et on apprend d'autres choses, vraiment très croustillant. En fait, il faut savoir que, en gros, Daedalic a mis à la porte beaucoup de ses employés, de développeurs, et qui ont commencé à parler un petit peu lors d'interviews, notamment aux médias VCZ. Et ils ont déclaré que, en fait, le message d'excuse qui a été diffusé après la sortie de Daedalic n'avait pas été écrit par Daedalic, mais tout simplement par ChatGPT. Oui, le moteur, l'intelligence artificielle. Eh bien, Daedalic s'est servi de cette intelligence artificielle pour écrire, éditer le fameux message d'excuse concernant cette sortie complètement ratée de Gollum. Alors, de là à dire qu'on a affaire à une arnaque, j'irai peut-être pas jusqu'à là, mais franchement, on n'est vraiment pas loin. La frontière, elle est très 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 minime, très fine. Déjà, le jeu, sa sortie, c'était une catastrophe. La communication autour du jeu a été une catastrophe. Le budget n'était clairement pas au niveau, et on apprend maintenant que le message, en gros, d'excuse a été clairement écrit par ChatGPT. Donc ils n'ont même pas pris
la responsabilité, ils n'ont pas eu ce qu'il faut là où il faut pour pouvoir prendre cette responsabilité et écrire un mot d'excuse sincère, je sais pas, mais en tout cas de eux-mêmes pour la communauté, pour les joueurs. Je trouve ça plus que moyen, franchement, c'est assez moyenasse. Utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir s'occuper de ce genre de choses, c'est faire preuve de courage, mais en fait pas beaucoup du tout, hein, vraiment. Donc au final, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais si Dédalic est là où ils en sont aujourd'hui, si malheureusement Gollum a connu une vie aussi courte, bah c'est peut-être aussi un peu bien fait pour eux. Ils ont pris les mauvaises décisions, très clairement, et ça depuis le début. Et malheureusement, c'est qu'il y a des gens qui en payent les pots cassés. Et je veux parler des développeurs de Dédalic, mais qui commencent à parler sur le sujet. Est-ce que dans un futur assez proche, on aura encore d'autres déclarations, encore d'autres découvertes concernant ce développement absolument catastrophique de Gollum? Je ne sais pas. On va dire que la page est tournée. On a appris vraiment des choses assez croustillantes aujourd'hui. Mais maintenant, on va laisser ça de côté. C'est vraiment terminé pour Gollum. Et là, avec cette déclaration, vraiment, ça met le point final sur le sujet. Est-ce que la Xbox Series S commence vraiment à montrer un petit peu ses limitations? Est-ce qu'elle arrive déjà à bout de souffle sur certains titres? On avait vu ensemble que Baldur's Gate 3 a du mal à être développé sur la console digitale de Microsoft. D'ailleurs, il devrait sortir, j'espère, bientôt sur Xbox Series X avant la sortie sur Xbox Series S, qui en plus de ça, dès le début de sa sortie sur la S, risquerait d'être très fortement grévé d'une fonctionnalité, l'écran partagé, même si l'Ariane Studio réfléchit et essaye, avec une prochaine mise à jour, de proposer cet écran partagé sur la Xbox Series S. Mais toujours est-il que là, pour l'instant, c'est très compliqué. Et il y a un autre studio qui a fait parler de lui, c'est Remedy. Vous le savez, Alan Wake 2 arrive bientôt. Dans ce mois d'octobre complètement fou de sortie de jeux sur toutes les plateformes, Alan Wake 2 débarque le 27 octobre prochain. Je sais que beaucoup d'entre vous, moi y compris, on l'attend de pied ferme. Eh bien, Remedy a déclaré quelque chose concernant justement la Xbox Series S, avec une prise de décision qui est très importante. En fait, Thomas Pua, qui est le directeur des communications chez Remedy, a été interviewé par IGN et il a évoqué les problèmes de développement rencontrés par le studio concernant le développement sur Xbox Series S pour Alan Wake 2, avec une déclaration qui vraiment ne laisse aucun doute. Je cite: avec la série S, le processeur est à peu près le même que celui de la série X. Il n'y a pas de grande différence. Mais le GPU est un problème, vraiment. Et le fait d'avoir moins de mémoire est un problème assez important. Donc là, on le comprend très bien. Et d'ailleurs, Remedy va même un petit peu plus loin. Ils ont vraiment travaillé très dur pour pouvoir assurer à Alan Wake 2 un solide mode 30 FPS avec une excellente bonne qualité visuelle sur console série S. Maintenant, ils conseillent fortement de se diriger vers console Xbox Series X ou PlayStation 5 pour avoir le jeu à son meilleur en pleine qualité next-gen. Donc ça rejoint vraiment ce que j'ai dit au tout début de cette news. Est-ce que véritablement on est en train de se diriger vers de sérieux problèmes, en tout cas de développement pour certains jeux très gourmands sur la console digitale de Microsoft? Je ne sais pas encore, mais j'ai quand même ma petite idée là-dessus, parce que c'est pas la première fois qu'un studio aborde un petit peu le sujet. Et là, que le directeur de communication chez Remedy met clairement les pieds dans le plat. Hein. Là-dessus, il n'a aucune ambiguïté. D'ailleurs, il détaille vraiment le problème de la S, c'est vraiment la partie graphique, le GPU et la mémoire vidéo. C'est vraiment là-dessus qu'il y a un sérieux problème de la S par rapport à la X. Et si on veut vraiment profiter de certains jeux, attention, je dis bien certains jeux qui utilisent pleinement la puissance des consoles nouvelle génération, c'est clair, soit on va sur PlayStation 5, soit on est dans la communauté Xbox, et il faut prendre véritablement la version Xbox Series X, si possible. Sinon, ça risque d'être très compliqué. Alors, ils ont quand même travaillé dur pour pouvoir proposer quelque chose tout de même à 30 FPS sur la Xbox Series S. Je suis sûr qu'au final, au niveau graphique, il va y avoir quand même quelques différences. Maintenant, si vous voulez vraiment profiter, et franchement, je vous conseille, parce que le jeu, en tout cas dans ces vidéos, semble absolument dingue graphiquement. Si on veut vraiment profiter du jeu dans son meilleur, comme il l'a déclaré, il vaut mieux se diriger vers la Xbox Series X,
à voir un petit peu comment ça va se passer le développement d'autres jeux, parce que je vous cache pas une petite inquiétude tout de même, parce que on est en train de rentrer, je pense, dans une, allez, je vais peut-être un peu exagérer, mais dans une deuxième phase de développement de jeux pour console. Et là, j'inclus toutes les machines, hein, que ce soit la PS5 comme les Xbox Series. Et quand je dis une deuxième phase, c'est tout simplement parce que les développeurs commencent véritablement seulement maintenant à maîtriser correctement les capacités des machines. Ils commencent aussi à maîtriser vraiment sérieusement les capacités des kits de développement. Kits de développement eux-mêmes qui commencent à maîtriser vraiment les capacités de la machine. Avec par exemple la prise en charge des tout derniers moteurs 3D, les fameux Unreal Engine 5. Et cette débauche de technologie qui demande donc une énorme débauche de puissance va commencer à mettre à mal et va surtout faire révéler les déficiences des consoles dites digitales. Alors pour PlayStation, c'est un peu différent parce que de mémoire, la PS5 digitale, c'est la même que la PS5 de base. Sauf que pour Xbox, le problème n'est pas forcément le même. La série S digitale, donc, eh bien, elle a aussi une petite déficience technologique au niveau de la puissance par rapport à la grande sœur série X. Donc, est-ce que dans un futur vraiment proche, ça va commencer à devenir un problème? Il y a déjà 2 jeux qui ont révélé ça, donc Baldur's Gate 3 et maintenant Alan Wake 2. Est-ce que donc cette deuxième fournée, cette deuxième étape au niveau de développement de gros jeux qui vont demander beaucoup de puissance, est-ce que ça va encore mettre en exergue, encore plus en avant, cette différence de puissance entre la S et la X? Je pense qu'on... Peut-être, vraiment. Est-ce que ça va être un problème pour Microsoft? Peut-être. Est-ce que, quelque part, c'était pas voulu? Peut-être aussi. Parce que cette, cette différence de puissance, qui va commencer véritablement à être mise en avant par les nouveaux jeux, va tout simplement pousser les joueurs à se diriger vers la plus puissante, donc la plus chère. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? On verra dans quelques mois si j'avais vu juste ou pas. En tout cas, c'est vrai que la décision, en tout cas la prise de parole de Remedy sur le sujet ne laisse place à aucun doute, aucune ambiguïté. C'est vrai que la S commence un petit peu à s'essouffler sur certains titres. Y aurait-il un espoir pour Redfall? Vous vous souvenez, au moment de sa sortie, franchement, ça fait grand bruit. Et ça m'a rappelé un petit peu la sortie de Cyberpunk à son époque, qui avait vraiment mis à mal CD Projekt avec beaucoup trop de bugs. En fait, le jeu était vraiment bon, mais sa sortie a été vraiment une catastrophe. Et aujourd'hui, Cyberpunk est devenu, en gros, le jeu qu'il aurait dû être au moment de sa sortie, c'est-à-dire un excellent jeu. Est-ce que Redfall se dirige vers le même scénario? Eh bien, pourquoi pas? C'est assez intéressant, vraiment, d'aborder le sujet comme ça, parce que on se souvient très certainement, parce qu'il n'y a pas longtemps du tout, la sortie de Redfall était vraiment une catastrophe. Et d'ailleurs, Phil Spencer l'avait vraiment mauvaise à ce moment-là. Il avait été très touché, il avait été très déçu. Il avait même déclaré qu'il avait été déçu de décevoir les fans, parce que beaucoup de choses ont été promises avec la sortie de Redfall, et notamment le fameux mode 60 FPS. Et puis surtout, en tout cas, un jeu bien fini, avec le moins de bugs possible. Et c'était clairement pas le cas, c'était vraiment une catastrophe. Eh bien, il faut savoir que Arkane Studio, donc Bethesda, vient tout juste de proposer de sortir une très grosse mise à jour pour le jeu, que ce soit pour PC et sur Xbox Series, donc la S comme la X, une grosse mise à jour qui apporte énormément de choses, et notamment, enfin, le fameux mode 60 FPS pour PC et pour console. Donc l'activation du mode performance avec énormément de choses de cette mise à jour qui règle beaucoup de choses. Par exemple, l'amélioration des performances et de stabilité sur PC, des corrections de problèmes et de bugs, surtout liés avec les cartes AMD, les plantages qui sont réglés, les paramètres qui ont été ajustés, des améliorations assez globales au niveau des performances, les aptitudes des personnages, les armes, les systèmes de jeu, on va dire, globaux, des correctifs qui sont apposés un petit peu partout. L'interface utilisateur a été améliorée, a été corrigée. L'accessibilité aussi a été grandement améliorée avec la narration, plein de choses qui vont dans ce sens, et c'est une très très bonne chose. Le gameplay a été revu avec beaucoup d'améliorations pour le gameplay, et ça aussi c'est une bonne chose parce que ça posait vraiment un problème. Les combats ont été aussi revus. Par exemple, les joueurs peuvent maintenant se faufiler et éliminer les ennemis de manière discrètement.
beaucoup d'ajouts, beaucoup d'améliorations, beaucoup de mises à jour, d'optimisation. Les environnements aussi ont été revus et améliorés. Le multijoueur aussi a été revu. Bref, beaucoup de choses. Véritablement, Arcane